Après notre réunion de famille, j'ai vérifié mon compte, il était vidé. Mon père a ricané, on en avait plus besoin que toi. En tremblant, j'ai attrapé mon sac et j'ai dit, alors ça ne vous dérangera pas ce qui va suivre. Alors qu'il riait, une forte détonation a secoué la maison. La porte s'est ouverte à la volée, et... Après notre réunion de famille, j'ai vérifié mon compte. Il était vidé. 82 000 $ envolés en une seule nuit. Mon père s'est penché en arrière, un sourire narquois aux lèvres. On n'en avait plus besoin que toi. Mes mains tremblaient tandis que j'attrapais mon sac. Alors ce qui va suivre ne vous dérangera pas, ils ont ri, d'un rire cruel et certain, juste avant qu'une détonation assourdissante ne secoue la maison. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée et, à cet instant, tout ce que je croyais savoir sur la famille s'est effondré. Je m'appelle Mika et voici l'histoire de comment mes propres parents ont tenté de me dépouiller non seulement de mes économies, mais aussi de ma dignité. C'est une histoire de trahison, de justice et de ce que signifie vraiment choisir sa famille. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant cela, pouvez-vous dire salut dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore voir jusqu'où mon histoire peut porter. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si mon histoire vous touche, pensez à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me permet de continuer à partager des histoires comme la mienne. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque notre propre sang se retourne contre nous. À midi, la chaleur avait transformé l'autoroute en un ruban éblouissant. Je roulais vers le sud depuis Denver avec la climatisation à fond, répétant la même phrase que le docteur Ellis m'avait martelée comme une bouée de sauvetage, vas-y avec des limites claires. Sans attente. Contente-toi d'observer. À ma gauche, la chaîne de montagnes Front-Range découpait le ciel comme une lame dentelée. À ma droite, des quartiers se clonaient à l'infini. Des impasses aux toits identiques, des piscines bleues scintillant derrière des clôtures, des pelouses tondues avec la précision d'un green de golf. De loin, cela ressemblait à l'ordre, à la version de l'Amérique qu'on vend dans une brochure. De près, on avait l'impression de pouvoir s'y écorcher les poings. Je me suis dit que je n'étais pas là pour une réconciliation. Ni pour me laisser appâter par la nostalgie. J'étais là pour faire acte de présence, prendre la température, et rentrer chez moi. Quand je suis arrivé chez mes parents à Colorado Springs, le soleil avait transformé l'allée en poêle à frire. La maison ne correspondait pas aux histoires que j'avais entendues pendant des années. Plus de moquettes élimées ou de bouches d'aération qui laissaient passer les courants d'air. Des sols en granit brillaient sous la lumière de l'entrée. Une cheminée électrique moderne trônait là où se trouvait l'ancien foyer en briques. Derrière, l'eau de la piscine reflétait le ciel comme un secret. C'était cher, à tous les endroits qui voulaient être vus. Je suis resté là une seconde de trop, à cataloguer les joints de carrelage et l'éclairage encastré, tandis que la vieille question tournait en boucle, si vous êtes fauché, pourquoi ressemblez-vous à un catalogue? Mika, a chanté ma mère, les bras grands ouverts, son parfum doux et aigu comme une cloche. Mon père est apparu derrière elle dans une chemise repassée qu'il n'aurait jamais portée chez un concessionnaire, le sourire juste assez de travers pour passer pour du charme. Le jardin s'est rempli de cousins et d'oncles, les assiettes en carton ployant sous la salade de pommes de terre, la fumée s'élevant du barbecue. Sage, mon cousin, m'a montré un ordinateur portable qui portait encore ses autocollants de magasin, le tournant pour que le logo capte la lumière. Oncle Henri racontait à qui voulait l'entendre l'histoire d'une location à la plage et de coucher de soleil si parfait qu'il semblait faux. Mon père s'est penché vers moi, d'une voix basse se voulant confidentielle, parlant d'une affaire de voiture d'occasion, tombée du ciel, et d'un « truc en freelance » qui allait bientôt « bouger ». Il a fait des guillemets avec ses doigts autour de « bouger ». Ma mère m'a demandé quel était mon salaire maintenant, si mon agence donnait des primes, dans quelles actions j'investissais, si j'étais sur le point de signer un bail pour mon propre studio. Elle tenait son verre de vin comme un micro et hochait la tête comme si chaque question était bienveillante plutôt que chirurgicale. Rowan s'est glissé à mes côtés avec une assiette de chips et a dit, presque sans bouger les lèvres, il y a un truc qui cloche, mec. Ils m'ont demandé toute la semaine combien tu gagnes, combien tu économises. J'ai souri comme si de rien n'était. Le soleil déclinait, transformant la piscine en une plaque de verre en fusion. J'ai dit à Rowan que tout allait bien. Je me suis dit que je ne faisais qu'observer. Au dîner, ma mère a posé un verre de rouge à côté de mon assiette. Je ne bois généralement pas avant de reprendre la route,
ai-je dit, et elle a répondu que je devrais rester pour la nuit, que ce serait si agréable, comme au bon vieux temps. Et puis, qu'est-ce que c'était, un seul verre? La première gorgée était trop âpre, une amertume qui s'est installée au fond de ma gorge et n'est jamais partie. Les gens riaient d'une histoire racontée par oncle Henri. Sage tapotait sur son clavier neuf. Mon père a levé son verre à la famille et a soutenu mon regard une seconde de trop. La pièce s'est adoucie sur les bords. Les voix semblaient venir de loin. Je me suis dit de prendre de l'eau, de me lever, de dire bonne nuit et de prendre la chambre d'amis, en me fiant au verrou pour ce qu'il valait. Mes jambes semblaient à la fois lourdes et vides. Je me souviens du son du rire de quelqu'un s'élevant au-dessus des autres, léger et satisfait, et de la vue de la main de ma mère inclinant à nouveau la bouteille, le liquide rubis captant la lumière de la lampe. Puis le canapé est monté à ma rencontre. Le plafond s'est éloigné. Le monde s'est aminci. Je me suis réveillé dans le silence qui précède l'aube. Le genre de quiétude qui donne l'impression que les maisons respirent. Une notification a vibré sur la table de chevet. J'ai attrapé mon téléphone, les yeux comme du papier de verre, et j'ai cligné des yeux devant l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent nets. Le solde affiché n'entrait pas dans ma tête au début, comme si je voyais mon propre nom mal orthographié. Le total de la veille, 82 009 $, avait disparu, remplacé par 912 $. Mon cuir chevelu s'est glacé. Ma poitrine a eu un soubresaut, une fois, deux fois. J'ai fait défiler l'écran, et les lignes de texte s'empilaient avec le même rythme impitoyable. Virement, virement, virement. Mon pouce tremblait. J'ai posé le téléphone, puis je l'ai repris, car une chose pareille exige d'être vérifiée 2 fois. J'avais un goût métallique dans la bouche. La sueur a perlé sur mes bras. Dans la chambre d'amis, l'air semblait trop rare pour porter le son. Mais dans ma tête, c'était un rugissement. Ils l'ont encore fait. Ils l'ont fait maintenant. Même maintenant, après toutes ces années et toute cette distance, ils pensent toujours que je suis une veine à exploiter. J'ai appuyé mes paumes à plat sur la table de chevet et je n'ai pas bougé jusqu'à ce que le premier rayon blafard du matin rampe sur le sol. Chapitre 2. Les souvenirs ne me sont pas revenus par scène, mais plutôt par flash sonore, le craquement sec de la céramique quand j'avais 7 ans, debout dans le couloir en pyjama, pendant que mon père réduisait ma tirelire en forme de vaisseau spatial en 1000 morceaux en disant qu'il me rembourserait au double. Le tintement de la cloche du prêteur sur gage quand j'avais 12 ans, et le skateboard pour lequel j'avais économisé tout le printemps qui disparaissait derrière un comptoir sentant la poussière et le nickel. Le bruit sourd d'une lame de plancher quand j'avais 16 ans, les mains tremblantes alors que je glissais une boîte à chaussures dans une découpe que j'avais faite sous mon lit, pour trouver une semaine plus tard le couvercle de travers et l'argent diminué. Ce que j'entends le plus clairement, c'est la voix de ma mère arrondissant les angles. Ton père a juste besoin d'un coup de chance. Un coup de chance qui a pris une décennie. À 18 ans, j'ai fait un sac de sport avec 2 changes et l'enveloppe que je cachais depuis l'hiver. J'ai quitté Colorado Springs avec 400 $ et une voiture qui toussait dans les côtes. À Denver, je me suis construit un foyer fait d'heures de travail. J'enchaînais les services, aide-serveur dans un restaurant mexicain sur Fédéral, réassortisseur du soir dans un magasin d'art à Reno, et les week-ends, je prenais des photos lors des portes ouvertes d'appartements pour une agence de location. J'ai appris à dormir 4 heures et à me présenter comme si j'en avais dormi 8. L'université communautaire, c'était comme de l'oxygène après une sécheresse. J'ai maintenu ma moyenne à 3,9 parce que j'avais une soif de prouver que je pouvais contrôler quelque chose. Lors de mon dernier semestre, Olivia, à l'agence, a regardé mes maquettes publicitaires comme si c'était des cartes menant à un endroit où elle voulait vraiment aller. Elle a passé un coup de fil qui est devenu un stage, qui est devenu un emploi. Et je me suis autorisé à acheter un costume d'occasion qui ne grattait pas. Les années ont filé. Les titres ont changé. Denver est devenue une ville que je connaissais par son odeur après la pluie. Je suis resté modeste là où ça comptait. Un petit appartement, une vieille voiture avec un voyant moteur tenace, des déjeuners préparés sur mon comptoir. Chaque prime, chaque chèque de freelance, chaque remboursement d'impôt allait au même endroit. 82 000 $, ce n'est pas une fortune dans une ville où les gratte-ciel poussent comme de la mauvaise herbe. Mais pour moi, c'était de l'oxygène dans une bouteille étiquetée, à ouvrir une fois libre. C'était un studio aux murs blancs et aux fenêtres lumineuses où personne ne pourrait manipuler mes souvenirs ou renommer mon histoire. Dans la chambre d'amis silencieuse, les chiffres sur mon téléphone revenaient sans cesse à un seul fait, je n'avais pas seulement perdu de l'argent.
J'avais perdu les années que j'avais passées à nettoyer le passé qui me collait à la peau. J'ai dégluti et j'ai rouvert l'application bancaire. Les eurodatages s'alignaient dans une géométrie malsaine, des virements entre 2 et 4 heures du matin. Chaque autorisation avait été validée depuis mon appareil. J'ai suivi les petits liens, ID de l'appareil, géolocalisation, journaux IP. Les entrées pointaient toutes vers cette maison, comme des aiguilles de boussole dans une tempête magnétique. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Pendant une seconde, la vieille panique est montée, s'il fixe les règles, j'aurai toujours un temps de retard. Puis la formation a pris le dessus. Celle pour laquelle j'avais payé en heures sur un divan. Et les humiliations que l'on subit quand on admet enfin que les personnes qui vous ont élevé peuvent vous faire du mal. J'ai ouvert une application de notes et j'ai écrit ce que je sentais m'échapper si je ne le saisissais pas. Le goût du vin. L'amertume exacte de cerises noires. La façon dont la main de ma mère planait près de mon verre sans demander. L'angle du sourire de mon père alors qu'il portait un toast à la famille. La façon dont les voix sont devenues chaudes et lointaines. Comment mon sac n'était pas exactement là où je me souvenais l'avoir posé. La sensation de la peau de mon pouce pressé contre le verre. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction, de chaque notification push, de chaque ligne de journal, puis je les ai transférées par AirDrop sur mon ordinateur portable et je les ai sauvegardées sur un disque dur externe qui vit dans mon sac à dos pour une bonne raison. J'ai filmé la maison par des travelling rapides et stables. Les sols en granit, la nouvelle cheminée, la piscine miroitant sous la lumière du matin. Des détails que je pouvais juxtaposer à des années de SMS de leur part sur des factures en retard, des urgences et des « on se noie ici, fiston ». J'ai ouvert la poche latérale de mon sac et j'ai trouvé mon petit carnet, légèrement déplacé. L'élastique était tordu, comme s'il avait été étiré et remis à la hâte. Je l'ai posé au centre du lit et je l'ai photographié comme une preuve. Puis j'ai fait le plus difficile en premier. J'ai appelé Nora. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix aussi calme qu'une cuisine le matin. Je lui ai dit les chiffres. Nora a mentionné, prudemment, qu'il y avait quelque chose de gros qui l'excitait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je voulais avoir tort. Le silence pesait sur les bords. Tu n'as pas tort, ai-je dit. Et j'ai détesté à quel point ma voix était rauque. Après Nora, j'ai appelé Quinn. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Il a dit, si tu discutes, ils te manipuleront. Si tu portes plainte, la loi parlera. Il m'a dit quoi extraire de l'application, quels écrans imprimer, comment demander le journal d'accès complet, comment parler au service de fraude de la banque sans me laisser mettre dans une file d'attente qui durerait toute la journée. Il m'a dit de sortir de la maison si je pouvais le faire sans faire de scène. Je fermais la fermeture éclair de mon sac à dos quand mon téléphone a vibré avec un nouveau message de ma mère. Nous essayons seulement de te protéger. N'en fais pas toute une histoire. J'ai fixé les mots, l'isolation qui les entourait, la façon dont le mot « protéger » se plie pour tout couvrir, d'un appel manqué à un vol. Pendant un instant, j'ai senti la version enfantine de moi-même chercher un compromis qui n'aurait même pas de nom. Quelque chose de doux qui se transformerait en reddition dès qu'on le toucherait. J'ai posé le téléphone face contre table. La voix du docteur Ellis a traversé mon esprit, aussi silencieuse que ma propre pensée, tu n'as pas besoin de gagner en criant. Tu gagnes en choisissant ta limite et en la maintenant. J'ai glissé le disque dur externe dans la poche intérieure de mon sac, j'ai vérifié que j'avais mon portefeuille et mes clés, et je suis sorti dans le couloir. La maison était silencieuse. La lumière de la piscine projetait des reflets aigmarines sur le plafond de la cuisine. Au loin, un arroseur de pelouse claquait comme un métronome. J'ai jeté un dernier regard lent aux surfaces qui voulaient être admirées, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une ligne nette et dure se dessiner sous mes pieds. J'en avais fini d'être quelque chose qu'il pouvait ouvrir avec une histoire. Le matin après la réunion, je me suis déplacé silencieusement dans la chambre d'amis, chaque détail étant une preuve potentielle. Mon sac à dos était là où je l'avais laissé, mais la fermeture éclair de la poche latérale était décalée d'une fraction de millimètre. L'élastique autour de mon petit carnet était étiré. Je l'ai sorti et j'ai tourné les pages avec des doigts prudents, remarquant que l'ordre de mes notes n'était pas le même. Je l'ai reposé, l'ai photographié, puis j'ai ouvert le reste de mon sac. Tout ce que je touchais semblait avoir été touché par quelqu'un d'autre. J'ai repris mon téléphone, faisant défiler le journal des transactions, et chaque ligne ressemblait à un autre clou enfoncé dans un mur que j'avais passé des années à démolir.
Je suis passé en mode vidéo et j'ai parcouru la maison comme si je documentais une scène de crime. Les sols en granit brillant sous la lumière artificielle, la nouvelle cheminée qui semblait sortie d'une salle d'exposition, la piscine ondulant sous le soleil matinal. Je narrais doucement, à voix basse, en indiquant la date et l'heure, puis j'ai tourné la caméra vers moi un instant pour que personne ne puisse nier qui la tenait. Après cela, j'ai fait une capture d'écran de chaque notification, de chaque ligne de l'application bancaire, et je les ai sauvegardées 2 fois. Une fois sur le téléphone, et une fois sur le disque dur externe qui quittait rarement mon sac. Le silence de la maison ressemblait à un rideau tendu à l'extrême, prêt à se déchirer. Quand j'ai appelé Nora, elle a répondu rapidement, comme si elle attendait que le téléphone sonne. Je n'ai pas perdu de temps en paroles. Je lui ai parlé du solde, des journaux de connexion, de la façon dont le système montrait mon empreinte digitale à des heures où j'étais inconscient. Elle a poussé un long soupir, un son plein de chagrin et d'inévitabilité. « Ta mère a mentionné quelque chose à propos d'une grosse somme qu'elle attendait, a-t-elle dit. Je ne voulais pas y croire. Je me suis pincé l'arête du nez de la même manière que je le faisais à 16 ans quand les devoirs et la faim s'accumulaient. Puis j'ai appelé Quinn. Sa voix était stable, presque clinique, comme celle de quelqu'un qui a guidé des gens à travers ça une centaine de fois. Si tu te disputes avec eux, tu perdras, a-t-il dit. Ils déformeront chaque mot. Si tu portes plainte, la loi parlera. Commence à rassembler les données. Je t'aiderai à les présenter au service de fraude de la banque. Quand j'ai raccroché, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de ma mère a illuminé l'écran. Tu sais que nous avons fait ça pour te protéger. N'en fais pas plus que nécessaire. Ma poitrine s'est vidée. Elle n'avait pas nié. Pas vraiment. Elle l'avait habillé du même langage qu'elle utilisait toujours, le même tissu doux destiné à couvrir une blessure tout en appuyant plus profondément dessus. Mon pouce a plané au-dessus de la zone de réponse, mais j'ai plutôt posé le téléphone. Ma décision s'est cristallisée, dure et froide. Ce soir-là, j'ai retrouvé Nora et Quinn dans un café de Reno. L'air sentait les grains de café torréfiés et le sucre. Les lumières étaient chaudes, les tables en bois usé recyclé de vieilles usines. Quinn a ouvert son ordinateur portable et a affiché une liste d'instructions. Comment télécharger l'historique de connexion complet, comment préserver les métadonnées pour qu'elles ne puissent pas être contestées, comment déposer le rapport initial auprès du bureau du shérif. Nora m'a tendu une enveloppe en manille contenant de vieilles notes et des reçus, preuve des fois passées où mes parents avaient emprunté sans demander. Nous nous sommes penchés sur la table, nos voix basses mais urgentes, comme si nous complotions un sauvetage. Ma main est restée sur la sangle de mon sac à dos tout le temps, la serrant comme un noyé pourrait s'agripper à une corde. Au moment où je me suis levé pour partir, mon esprit n'était plus embrouillé. La décision était prise. Je suis sorti dans l'air nocturne de Denver, encore chaud de la journée, et je me suis dit en silence, s'ils pensent pouvoir me ramener dans le cycle, alors j'y entrerai, mais selon mes propres termes. Avec la loi derrière moi, je ne suis plus l'enfant qui serre une tirelire cassée. De retour dans mon appartement, la lueur de mon écran d'ordinateur projetait une lumière froide sur les murs. J'étais assis, voûté, à examiner chaque capture d'écran, chaque fichier journal, regardant les heures entre 2h et 4h du matin se répéter sur la page. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire m'oppressait, mais il n'y avait pas d'autre choix. J'ai emballé mon disque dur externe, une pile de transactions imprimées, et le carnet que j'avais photographié plus tôt. Le sac semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme si les preuves elles-mêmes portaient leur propre gravité. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Nora et Quinn. Nous avons choisi le même café. L'odeur des grains d'espresso brûlés flottait dans l'air. Quinn avait déjà été au téléphone avec le bureau du shérif. Nous aurons un adjoint prêt, a-t-il dit. S'il s'oppose à l'ordonnance de gel, elle sera exécutée immédiatement. Nora a posé sa main sur la mienne. Ils diront des choses destinées à te briser. M'a-t-elle prévenu. Tu dois rester stable. Pas de cris, pas de craquage, juste des faits. J'ai hoché la tête, bien que mon pouls me trahisse, martelant contre mes côtes. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de la maison de mes parents, la vue de la piscine scintillait comme un mirage, irréel et provocateur. Je suis entré le premier, Quinn juste derrière moi, Nora à mes côtés. Léonard était déjà dans le salon, les bras croisés sur sa poitrine, le menton levé en signe de défi. Sylvia était assise, rigide, sur le canapé, les yeux vifs comme si elle me mettait au défi de parler. Ma gorge était sèche,
mais j'ai posé la pile de papier sur la table. Voici les journaux bancaires, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Les virements ont eu lieu pendant que je dormais dans cette maison. Léonard a eu un rire bref et méprisant. Les besoins de la famille passent avant tes petits projets. On n'en avait plus besoin que toi. Sylvia s'est penchée en avant, son ton presque suppliant, mais teinté de reproches. Nous voulions te le dire, Mika, mais tu as toujours été égoïste. Tu ne veux jamais aider. Mes mains tremblaient, mais je les ai stabilisées contre la sangle de mon sac. Si c'est vraiment ce que vous croyez, ai-je dit, alors ce qui va suivre ne vous dérangera pas, les mots sont sortis plus forts que je ne l'attendais. Les yeux de Léonard se sont rétrécis, sa voix s'élevant, assez tranchante pour couper du verre. Tu oses te retourner contre tes propres parents. Tu penses que tu peux nous faire honte? L'air s'est épaissi, lourd d'un silence qui bourdonnait dans mes oreilles. Puis les coups sont venus. 3 coups secs contre la porte d'entrée ont fait vibrer le cadre. Bang! 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 Tout le monde s'est figé. Le ventilateur de plafond ronronnait, ses pales coupant le silence. L'adjoint du shérif est entré, son insigne captant la lumière, avec un dossier de papier. Sa voix a traversé la pièce, stable et officielle. Nous avons une ordonnance pour geler les comptes de Léonard et Sylvia Strad, en attendant l'enquête pour fraude financière. Pendant un instant, personne n'a bougé. La mâchoire de mon père s'est crispée, le souffle de ma mère s'est coupé, et les documents ont été placés sur la table à côté de ma pile. La scène semblait suspendue, comme si la maison tout entière avait retenu son souffle pendant des années et l'avait enfin relâché. À l'intérieur de moi, quelque chose a changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus seulement le fils dans leur ombre. J'étais un homme debout, au grand jour, avec la loi à mes côtés. J'ai expiré lentement et j'ai pensé, la justice est enfin dans la pièce. Le salon ne s'est pas vidé quand l'adjoint est parti. Au lieu de cela, il s'est rempli de voix, chacune se superposant à la suivante, vive et discordante. Oncle Henri a été le premier à rompre le silence. Sa voix s'est brisée de colère alors qu'il pointait un doigt dans ma direction. Mika, comment as-tu pu faire entrer la police dans cette maison? On règle les choses en famille. Les mots ont résonné contre les murs, se répercutant sur le granit et le verre. Sage, assis dans le coin avec son ordinateur portable flambant neuf, a fixé le sol pendant un long moment. Ses mains se sont crispées sur le clavier, comme s'il voulait disparaître derrière l'écran. Puis, sans un mot, il l'a refermée, l'a glissée dans sa boîte et l'a poussée sur le tapis vers moi. Il ne pouvait pas croiser mon regard, mais le geste parlait plus fort que n'importe quelle excuse. Certains des autres membres de la famille marmonnaient, leurs phrases courtes et lourdes d'accusations. Ingrat. Un fils devrait protéger ses parents. Comment oses-tu faire honte à ton propre sang? Leurs visages se sont fondus en un seul cœur de désapprobation, et pendant un instant, la pièce a semblé plus petite que jamais, l'air lourd de jugement. Puis Rowan est arrivé. Il avait conduit toute la nuit depuis l'Idaho, l'épuisement peint dans les lignes sous ses yeux, mais sa main a trouvé mon épaule avec un poids constant. Tu n'es pas seul, a-t-il dit tranquillement. Des mots destinés à moi seul, bien que toute la pièce les ait entendus. Sa présence m'a stabilisé d'une manière que je n'avais pas prévue. L'espace d'un battement de cœur, je me suis permis de croire que je pourrais traverser cette tempête. Le cri de Sylvia a brisé cet équilibre fragile. Elle s'est effondrée sur le canapé avec un sanglot qui semblait à la fois répété et brut. Je voulais seulement prendre soin de cette famille, a-t-elle gémi, s'agrippant à l'ourlet de sa robe comme si elle déchirait les coutures de sa propre culpabilité. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? Ma poitrine s'est serrée, mais la colère a repoussé la culpabilité avec plus de force. Tu n'as pas pris soin de la famille, ai-je dit, ma voix tranchant à travers le bruit. Tu as anéanti le seul rêve pour lequel j'ai jamais travaillé. Son visage s'est tordu comme si je l'avais frappé, mais je n'ai pas détourné le regard. Cette nuit-là, alors que je pensais que la maison allait enfin se calmer, un autre champ de bataille s'est ouvert. Les mots de Sylvia sont apparus en ligne avant même que j'aie quitté Colorado Springs. Mon fils a fait venir la police chez nous et nous a traités comme des criminels, a-t-elle écrit. Mon cœur est brisé. Les commentaires ont afflué, des noms familiers enveloppés d'une cruauté inconnue. D'anciens voisins, des cousins éloignés, des gens qui m'avaient vu grandir ont posté leur verdict. Les jeunes de nos jours n'ont aucun respect. Les parents donnent tout et ne reçoivent rien en retour. Le fil d'actualité défilait sans fin,
et chaque phrase me poussait un peu plus dans le coin. Puis j'ai vu le commentaire de tante Béatrice, la sœur de ma mère et la rivale de Nora, silencieuse. Mika, tu as détruit l'honneur de la famille. Les mots piquaient plus que le lynchage public car ils portaient le poids du sang et de la trahison. J'étais assis dans une pièce sombre, la lueur de mon ordinateur portable peignant mon visage de nuances de bleu. Les mots se brouillaient, mais leur poids ne diminuait pas. Rowan était appuyé contre le mur, les bras croisés, me regardant me noyer dans le silence jusqu'à ce qu'il parle enfin. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Mais ils vont te faire passer pour le méchant maintenant. Tu dois être prêt pour ce combat. J'ai fermé l'écran et je me suis frotté les tempes. Si je ne fais rien, je perds tout ce pour quoi j'ai travaillé, lui ai-je dit. Si je me bats, je risque de perdre ce qu'il reste de ma famille. Et je ne sais même pas s'il me reste une famille à perdre. La réponse n'était pas dans cette pièce, mais la résolution a grandi quand même. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Ellis et j'ai promis à Quinn que je poursuivrais l'affaire de fraude. La ligne avait été tracée. Ils avaient choisi leur camp, et je choisirais le mien. Ma famille de sang s'était alignée sur les mensonges et l'autopréservation. J'en construirais une nouvelle, faite de vérité. De retour à Denver, les lumières de la ville semblaient plus dures que d'habitude, comme si les tours de verre elles-mêmes étaient des témoins. J'ai retrouvé Quinn dans son bureau, des piles de documents étalés sur la table. Nous avons déposé la plainte auprès du tribunal local, et je l'ai regardé remettre les dossiers avec une précision qui m'a rassuré. La division des fraudes de la banque a confirmé ce que je savais déjà mais que j'avais encore besoin d'entendre. La connexion correspondait à mon appareil, la géolocalisation menait directement à la maison de mes parents, et les données biométriques confirmaient les scans d'empreintes digitales. Les faits étaient alignés comme des soldats, et pour la première fois, j'ai senti un courant de pouvoir affluer vers moi au lieu de s'en éloigner. Pourtant, sous cette force pulsait une solitude presque insupportable. Gagner contre ses parents n'a pas le goût de la victoire. Ça a le goût de l'exil. Leur avocat a contre-attaqué rapidement. Lors d'une audience préliminaire, il a levé le menton et a déclaré « Ces fonds étaient un don, librement offert d'un fils à ses parents ». La phrase a résonné dans la salle d'audience avec le poids de la plausibilité. Les dons ne sont pas des vols. Un fils qui donne à ses parents, c'est la tradition. Ma mâchoire s'est crispée, mais je suis resté immobile. Quinn s'est penché, chuchotant que c'était une tactique courante. Je me suis dit que c'était aussi une tactique désespérée. Sylvia a redoublé d'efforts dans sa performance en ligne. Une autre publication est apparue. Mon fils nous a donné cet argent en cadeau, mais maintenant il nous traite de criminels. Comment a-t-il pu faire ça? Des captures d'écran ont atterri dans ma boîte de réception, envoyées par des connaissances et des collègues. Certains m'ont écrit directement. C'est vrai que tu as porté plainte contre tes parents? Les questions portaient plus de suspicion que de soutien. Puis un matin au travail, mon directeur de création m'a pris à part. Ça jacasse, a-t-il dit en fronçant les sourcils. La presse nous surveille. Es-tu sûr de pouvoir garder ça sous contrôle? Mon estomac s'est noué. La ligne entre le personnel et le professionnel s'était fissurée. Le sommeil m'a échappé. Mes nuits étaient hantées par l'image de mon père brisant la tirelire dans ma chambre d'enfant. Des pièces s'éparpillant sur le sol tandis que sa voix promettait un remboursement qui n'est jamais venu. Je me suis traîné jusqu'au cabinet du docteur Ellis, le fauteuil sous moi semblant plus lourd que jamais. Je ne sais pas si je suis encore un fils, ai-je avoué en fixant le sol. J'ai l'impression d'avoir échangé ce titre contre le rôle de l'ennemi. Il s'est penché en avant, calme mais ferme. Vous êtes toujours leur fils, a-t-il dit. Mais vous n'êtes plus leur victime. Fixer des limites n'efface pas l'amour. Ça le redéfinit. C'est parfois l'acte de soin le plus honnête que vous puissiez vous offrir. Ces mots ont tracé un chemin à travers le brouillard. Bien que la douleur n'ait pas disparu. Lors de la réunion suivante du groupe de soutien sur l'abus financier, une femme d'une 60aine d'années a partagé son histoire. Son fils avait vidé son compte de pension en 3 mois. Sa voix tremblait en parlant, mais à la fin, elle s'est tournée vers moi. Je n'ai osé parler que parce que j'ai vu ce que vous avez fait, a-t-elle dit. Vous m'avez donné du courage. Sa gratitude m'a frappé comme une vague silencieuse. J'avais passé des semaines à me sentir comme un paria, mais ici, dans cette pièce, je n'étais pas seul. Quand je suis sorti dans l'air nocturne, les rues bourdonnant de circulation, j'ai pris une inspiration plus profonde que toutes celles que j'avais prises depuis des jours.
Le combat était loin d'être terminé. Les ragots allaient s'amplifier, les dates d'audience s'allonger, le poids s'alourdir. Mais si mon histoire pouvait sortir quelqu'un d'autre du silence, alors je pouvais porter ce fardeau un peu plus longtemps. J'ai redressé les épaules et je me suis murmuré, si ma vérité peut aider une autre personne à se relever, alors j'encaisserai tous les coups qu'ils me lanceront. J'ai passé l'après-midi à transformer mon appartement en salle de guerre. J'ai imprimé chaque capture d'écran et chaque journal, je les ai disposés en ordre sur ma table de salle à manger, puis je les ai lus à voix haute comme si un juge m'observait déjà. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et j'ai répété les phrases comme Queen me l'avait appris, courtes et nettes, sans adjectifs superflus sur lesquels buter. Mes mains voulaient trembler, alors je me suis concentré sur ma respiration et la forme de ma bouche autour des faits. Quand Nora est arrivée, elle portait une petite boîte de brownies qui a fait sentir à l'endroit une odeur de cuisine du dimanche. Elle les a posés et a mis une main ferme sur mon épaule. « Tu n'es plus le gamin dont on a pris le skateboard », a-t-elle dit. « Tu es un homme qui se protège. » J'ai laissé les mots s'installer là où la peur avait été. Après son départ, j'ai rangé ma pile de documents dans un dossier, j'ai fermé mon sac et je suis resté immobile assez longtemps pour sentir mes pieds sous moi. Le téléphone a sonné. Le nom de mon père a illuminé l'écran comme un défi. J'ai répondu et j'ai écouté le léger souffle d'air d'une bouche d'aération de son côté. « Si tu retires la plainte, » a-t-il dit, d'une voix mesurée et basse, « on peut étouffer l'affaire. Personne n'a besoin de savoir. » Le bourdonnement de sa climatisation a rempli l'espace où j'aurais autrefois pu me précipiter pour le rassurer. Je n'ai rien dit. Le silence s'est prolongé jusqu'à devenir une certitude. J'ai mis fin à l'appel sans un mot et j'ai posé le téléphone face contre table. Une minute plus tard, Rowan a frappé et est entré avec un sac à dos et une excuse pour le désordre qui n'était pas le sien. Il s'est assis à table et a regardé la piste de papier comme si elle pouvait se mettre à parler. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit », a-t-il dit, la voix tendue. « Il m'a dit que s'il obtenait l'argent de toi, il achèterait un terrain pour ouvrir son propre casino clandestin. » Ce n'était pas une panique. C'était un plan. La colère est montée en moi, assez fort pour me piquer les yeux. Mais j'ai écrit la phrase, l'ai datée, et j'ai demandé à Rowan de la répéter pendant que je l'enregistrais sur mon téléphone. Le mobile ne guérit pas une blessure, mais il explique d'où vient le couteau. Quand il est parti, l'appartement a retrouvé son calme habituel. Une seule lampe découpant un cône de lumière sur la table. Je me suis assis dedans et j'ai laissé le vieux film défiler. S'étant en pyjama, le fracas de la céramique et l'éclat des pièces sur le tapis. 12 ans, avec un ticket de prêteur sur gage dans ma poche et un creux dans l'estomac. 16 ans, à soulever une lame de plancher et à apprendre que même les secrets ont des portes. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le dossier sur la table, et j'ai su que c'était différent. Je ne négociais plus avec une histoire qui ne m'avait jamais rien rendu. J'avais la loi entre mes mains et le droit de l'utiliser. Vers minuit, le téléphone s'est de nouveau allumé. Le message de ma mère a défilé sur l'écran de verrouillage. « Mika, je suis désolé. Si tu continues, ton père ne survivra pas à l'humiliation. Ne lui fais pas ça. » Mes doigts se sont engourdis. La honte a une façon de se déguiser en amour, de vous demander de signer votre propre effacement. J'ai posé le téléphone et j'ai appuyé mes paumes sur la table jusqu'à ce que le tremblement les quitte. Puis je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Denver, piquant l'obscurité comme des épingles sur une carte. Demain, la vérité serait dite à voix haute. J'ai pris une longue inspiration et je me suis rappelé le seul fait que personne ne pouvait toucher, je m'appartiens. Le palais de justice semblait plus petit de près, un bâtiment trapu en briques rouges qui semblait retenir son souffle sous des lumières blanches et dures. À l'intérieur, les néons aplatissaient chaque surface. La salle d'audience elle-même était étroite, les bancs polis par des années d'attente. Je me suis assis à côté de Queen à la table du demandeur et j'ai essayé de ne pas regarder au-delà de lui, mais mes yeux les ont trouvés quand même. La bouche de mon père était une ligne droite. Les mains de ma mère reposaient parfaitement immobiles, jointes comme une prière à laquelle elle ne croyait pas. Lorsque le greffier a appelé notre affaire, Queen s'est levé avec un calme qui semblait emprunté à une planète plus froide. Il a déposé les pièces à conviction en une pile nette, puis a guidé le juge à travers les faits, activité du compte entre 2 et 4 heures du matin, autorisation biométrique depuis mon appareil alors qu'il était documenté que j'étais dans la maison, adresse IP remontant au réseau de mes parents. Le juge a hoché la tête et n'a demandé des éclaircissements qu'une seule fois, les yeux plus sur les papiers que sur les personnes.
Puis ce fut mon tour. Je me suis levé et j'ai laissé les mots faire le travail. Je dormais dans la maison de mes parents, ai-je dit, la voix vacillant sur la première syllabe avant de se stabiliser. Pendant que je dormais, quelqu'un a utilisé mon doigt pour autoriser des virements qui ont vidé le compte que j'avais économisé pendant 12 ans. Cet argent était pour le studio que je prévoyais d'ouvrir. C'était tout ce que j'avais mis de côté pour construire ma propre vie. Un son a traversé la pièce. Pas tout à fait un hoquet, plutôt un changement de direction de l'air. Dans la rangée derrière la barre, un cousin fixait le sol. La mâchoire de l'oncle Henri travaillait comme s'il mâchait une dent cassée. La défense s'est levée. Le ton de leur avocat était doux, presque paternel. Ces fonds étaient un don, a-t-il dit. Un fils aidant ses parents. Nous pouvons tous convenir que ce n'est pas un crime. Le visage de ma mère s'est décomposé sur commande. Il nous a toujours aidés, a-t-elle dit, les larmes montant dans sa voix. Pourquoi est-ce un crime maintenant d'aimer ses parents? Le juge a observé sans ciller. Quinn s'est relevé et n'a rien dit au début, laissant la question en suspens. Puis la porte du fond s'est ouverte, et Rowan est entré, appelé par le greffier. Il a pris la barre, les poings serrés, et a parlé sans regarder personne d'autre que le juge. Mon père m'a dit qu'il prévoyait d'utiliser l'argent pour acheter un terrain pour une entreprise de jeux d'argent. Il était fier de l'idée. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas de l'aide. Il voulait l'argent pour lui-même. Le silence qui a suivi a ressemblé à une respiration retenue enfin relâchée. L'avocat a bougé. Mon père a regardé le dessus de la table. Les larmes de ma mère se sont arrêtées sans conclusion. Les questions sont revenues vers moi. Regrettez-vous d'avoir déposé cette plainte, a demandé la défense, clairement, espérant une douceur qu'il pourrait exploiter. J'ai fait face à ma mère parce que c'était la ligne la plus vraie à suivre. Je regrette d'avoir cru que vous changeriez, ai-je dit. Je ne regrette pas de m'être protégé. Le juge a appelé à l'ordre lorsque le murmure s'est de nouveau élevé. Il a examiné les pièces une dernière fois, puis a parlé avec une finalité nette qui a vidé la pièce de tout théâtre. Compte à rester gelé en attendant une enquête plus approfondie. Restitution a commencé immédiatement pour un montant provisoire. Les deux parties doivent se conformer aux demandes d'information sous peine de sanction. Le marteau n'est pas tombé, mais la fin de sa phrase en avait tout l'air. Ce n'était pas le dernier mot, je le savais. Des appels, des procédures et des mois attendaient encore, mais la balance a enfin penché. Je l'ai senti dans mes épaules, un relâchement que je ne m'étais pas autorisé depuis des années. À l'extérieur du palais de justice, le ciel était d'un bleu délavé que seul le Colorado produit, si brillant qu'il ressemblait à une promesse. Je me suis tenu en haut des marches et j'ai laissé le soleil frapper mon visage. Quelque part derrière moi, Quinn parlait des prochains dépôts. Nora disait qu'elle conduirait. Rowan proposait de préparer le dîner. Mais pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'est le silence qui arrive lorsqu'une porte sur laquelle vous avez poussé toute votre vie s'ouvre enfin. Je suis descendu sur le trottoir, plus léger que je n'avais le droit de me sentir. Conscient que le combat continuerait. Conscient que les gens en ligne continueraient à parler. Conscient que les dîners de famille ne seraient plus jamais les mêmes. Rien de tout cela ne changeait la simple vérité qui montait dans ma poitrine. J'étais sorti de leur ombre, et je n'y retournerai pas. Les jours qui ont suivi la première audience se sont fondus en une longue douleur d'épuisement. De retour à Denver, j'ai fermé les stores de mon appartement et j'ai dormi par tranches de 2 heures, me réveillant le cœur battant comme si le marteau du juge résonnait encore dans ma tête. Mais sous la fatigue vivait quelque chose de plus stable, une faible pulsation d'espoir. Quinn a appelé pour me tenir au courant. La banque avait accepté de fournir un enregistrement complet de l'accès biométrique, ce qui confirmait sans aucun doute que mon empreinte digitale avait été utilisée pendant les heures où j'étais inconscient. Les enquêteurs ont également découvert que de grandes parties de l'argent avaient déjà été dépensées pour des sols en granit, un nouvel ordinateur portable pour Sage, et même un voyage en famille sur la côte. Je me suis assis à ma table de cuisine en lisant le rapport, une tasse de café refroidi à la main, et je me suis murmuré, ils ne peuvent plus fuir. Ils ne peuvent plus se cacher. Le téléphone a sonné ce soir-là. La voix de ma mère est venue, mince et usée, l'ombre de la femme qui fredonnait autrefois sur le cliquetis de la vaisselle. « Mika » a-t-elle dit doucement. « Je n'aurais jamais pensé que tu nous traînerais au grand jour comme ça. Je voulais seulement préserver notre dignité. » J'ai fermé les yeux, sentant le vieux pincement de la culpabilité se resserrer dans ma poitrine,
mais j'ai forcé les mots à sortir, stable. On ne préserve jamais la dignité, maman. On préserve le mensonge. Son silence s'est brisé et j'ai mis fin à l'appel. J'avais enregistré, et quand je l'ai réécouté, ces mots pesaient lourd comme une nouvelle preuve. La semaine suivante, nous sommes retournés au tribunal pour une autre session. Mon père est entré avec un visage sombre comme la pierre, la mâchoire serrée. Sous la pression des documents, des témoignages et du poids de ses propres contradictions, sa voix a finalement craqué. Oui, a-t-il aboyé. J'ai pris l'argent. Je pensais que c'était la responsabilité de mon fils de nous soutenir. Si ça fait de moi un coupable, alors soit. La pièce est devenue silencieuse. Même le stylo du juge s'est figé en l'air. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La famille s'est fracturée devant moi. L'oncle Henri, qui m'avait crié dessus des semaines auparavant, était assis, muet, fixant ses chaussures. Sage, rouge vif, s'est levé et a balbutié des excuses en proposant de rendre l'ordinateur portable. Tante Béatrice, qui m'avait condamné en ligne, est sortie sans un mot, son silence plus lourd que ne l'avaient été ses insultes. J'ai tout regardé avec une certitude vide. Le déni était terminé. La vérité se tenait nue dans la pièce, laide et indéniable. La décision officielle est enfin tombée. Léonard et Sylvia ont accepté un plaidoyer, fraude financière et vol d'identité. Ils ont été condamnés à 3 ans de probation, à un conseil financier obligatoire et à une restitution ordonnée de 82 500 $. Le tribunal m'a immédiatement versé une partie des fonds, le reste devant être remboursé par versement sous stricte surveillance. Les papiers ont été remis, et Quinn a fait un petit signe de tête comme pour m'ancrer dans le moment. Je suis sorti dans la cour du palais de justice alors que le vent d'automne coupait vivement à travers mon manteau. Le soulagement ne m'a pas envahi. Il n'y a eu aucune vague de victoire, aucune douce satisfaction. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est un vide, celui qui suit une amputation. La justice avait été rendue, mais la forme de la famille avait disparu, peut-être pour toujours. J'ai descendu les marches avec l'étrange certitude que, bien que j'ai gagné, il ne restait rien à réclamer des ruines derrière moi. 1 an plus tard, la lumière de mon loft se déversait à travers de hautes fenêtres qui donnaient sur les vieux entrepôts en briques de Lodo. Sur le mur était accrochée la première affiche que j'avais conçue en tant que stagiaire, encadrée maintenant comme une relique de survie. Dans un coin, des toiles s'appuyaient les unes contre les autres, des projets pour des clients qui avaient commencé à faire confiance à mon nouveau studio. Il était petit, précaire et à peine rentable. Mais il était à moi, construit sur le terrain pour lequel je m'étais battu pour me tenir debout. Les dimanches soirs sont devenus un rythme que je ne savais pas avoir besoin. Nora ouvrait sa maison de boulder chaque semaine, sa table s'étirant sous les rôtis et les légumes grillés, les verres tintants, le genre de chaleur qui n'avait jamais appartenu à la cuisine de mon enfance. Rowan venait souvent, plein de nouvelles sur la start-up d'installation solaire qu'il avait lancée. J'y avais investi, un contrat clair rédigé et signé par nous deux, la première fois de notre vie que l'argent n'était pas une arme mais un pont. Quinn se joignait aussi, parfois avec une bouteille de vin, parfois avec des histoires de cas qui me rappelaient combien d'autres étaient encore piégés dans des cycles comme le mien. Des amis se rassemblaient, les rires fusaient, et pour la première fois, le mot « famille » ressemblait à un choix, et non à une condamnation. Un soir, alors que les assiettes étaient débarrassées et que la conversation roulait, mon téléphone s'est allumé. Un message de Sylvia. Tu me manques. S'il te plaît, reviens à la maison. J'ai fixé la lueur un long moment, puis j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage. L'écran est devenu noir. Le pardon, je le savais maintenant, ne signifiait pas revenir. Cela signifiait me libérer. Je n'avais aucune intention de retourner dans le cercle qui m'avait brûlé. Sur une étagère de mon loft se trouvait une nouvelle tirelire, fabriquée en porcelaine bleue vernissée en forme de fusée. Je l'avais commandée la semaine après le procès, un écho de celle que mon père avait brisée des décennies plus tôt. Celle-ci, je l'ai posée délicatement, non pas pour y mettre des pièces, mais pour me rappeler que les rêves pouvaient être reconstruits, que ce qui avait été volé pouvait être récupéré. Chaque fois que je passais devant, je sentais la petite vibration de la résilience. Quand mon 31e anniversaire est arrivé, le loft s'est rempli des voix de ceux qui m'avaient choisi et que j'avais choisi en retour. Un gâteau est apparu, des bougies vacillantes, le rire de Rowan se mêlant à la voix stable de Nora, Quinn me tapant dans le dos. J'ai pris une inspiration et je l'ai soufflé sur les flammes. La pièce a brillé un instant dans l'obscurité, puis a de nouveau éclaté de lumière.
En regardant autour de la table les visages marqués non pas par l'obligation, mais par la loyauté, j'ai compris la leçon gravée par tout ce qui avait été perdu, le sang m'avait donné la vie, mais pas l'amour. L'amour, j'avais dû le trouver, le construire, me battre pour lui. La famille n'est pas déterminée par qui partage votre nom, mais par qui tient ses promesses, qui respecte vos limites, qui vous soutient quand vous vacillez. Et ici, enfin, j'avais ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le rire résonnant encore dans mes oreilles, et j'ai pensé avec une clarté qui atteignait l'os, j'étais sorti de l'ombre, et je ne retournerai jamais en arrière. C'était ma famille maintenant, et j'avais enfin trouvé un foyer. Un mois après avoir emménagé dans le loft, je suis retourné à l'agence avec une chemise repassée et le plan de garder la tête basse. Le bureau sentait l'espresso brûlé et l'encre de marqueur, comme toujours, mais l'air semblait plus rare, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en hiver. À 9 heures, j'étais dans une réunion de lancement pour une campagne nationale de plein air, esquissant des titres sur un bloc-notes, prétendant que la pièce n'avait pas déplacé son poids vers moi. Les emails s'accumulaient. À 11 heures, ma responsable de compte a demandé si nous pouvions discuter une seconde, ce qui ne signifie jamais une seconde. Nous nous sommes glissés dans une salle de conférence vitrée et elle a fermé la porte. Il se retire, a-t-elle dit, sans me faire demander de quel client il s'agissait. Officiellement, c'est le budget. Officieusement, ils ne veulent pas être associés au bruit. Le mot est resté en suspens, à la fois doux et tranchant. J'ai hoché la tête comme l'eau qui coule sur une pierre. Quand je suis revenu à mon bureau, les notifications Slack s'allumaient et s'éteignaient. Un concepteur-rédacteur 2 rangées plus loin s'est tu en pleine phrase quand je me suis assis. Dans la cuisine, un designer que j'avais mentoré a évité mon regard et a trop rempli son café jusqu'à ce qu'il déborde. Hazel m'a attrapé près de l'imprimante avec une pile de maquettes dans les mains. Les gens sont des lâches, a-t-elle dit à voix basse. Si ça peut t'aider, moi, je ne le suis pas, ça a aidé plus que je ne l'ai laissé paraître. J'ai pris mon déjeuner dans un parc à un pâté de maison et j'ai mangé sur un banc face à une fresque de fleurs sauvages peinte sur un mur de briques. Les rumeurs m'avaient transformé en une silhouette à côté de laquelle personne ne voulait se tenir. Gagner au tribunal ne m'avait pas immunisé contre la seule maladie qui se propage plus vite que la vérité, le scandale. Si ma carrière avait une colonne vertébrale, elle était en train de plier. Cet après-midi-là, j'étais assis en face de mon directeur de création. Il a tambouriné ses doigts une fois et s'est arrêté, un tic qu'il ne savait probablement pas avoir. « Je ne doute pas de ton talent », a-t-il dit. Mais les clients sont frileux. J'ai besoin de savoir que tu peux empêcher que cela n'affecte le travail. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais peaufiné des idées jusqu'à l'aube. Toutes les équipes juniors que j'avais tirées vers le haut à la seule force de ma conviction. Le travail est propre, ai-je dit. Il l'a toujours été. Il a hoché la tête. Prends une semaine. Vide-toi la tête. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ce que le bruit de la ville me disperse assez pour en sentir à nouveau les contours. Le docteur Ellis m'a trouvé un créneau le lendemain matin. Son bureau sentait légèrement les livres et les agrumes. Je lui ai parlé du client, des portes fermées, du silence qui se dotait dedans. Je pensais que la justice protégerait le reste de ma vie, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Il a joint ses mains. La justice ne vous guérit pas, a-t-il dit. Elle vous donne un terrain qui ne s'effondre pas. La guérison, c'est chaque pas que vous faites sur ce terrain par la suite. J'ai regardé la poussière flotter dans un carré de soleil et j'ai laissé la phrase atterrir. La colère brûlait toujours sous mes côtes, mais elle était plus silencieuse qu'auparavant, comme des braises qui choisissaient de ne pas s'éteindre. À la maison, j'ai ouvert un dossier intitulé « Studio » et j'ai fixé les plans que j'avais esquissés entre insomnie et café. Une liste de petits clients qui voulaient un design qui disait la vérité, une liste de photographes et d'animateurs en qui j'avais confiance, un budget qui me nouait l'estomac et accélérait mon cœur. L'agence m'avait fait, mais elle ne pouvait pas me soutenir si cela exigeait que je prétende que ce qui s'était passé n'était pas arrivé. J'ai écrit un email demandant un congé sans solde jusqu'à la fin du trimestre, un langage professionnel couvrant une décision qui ressemblait à un saut d'un toit. Avant de cliquer sur envoyer, j'ai regardé autour du loft. L'affiche de ma première campagne captait la lumière de l'après-midi et la fusée en céramique bleue sur l'étagère renvoyait un doux éclat. J'ai envoyé l'email. Puis j'ai dit à voix haute dans la pièce vide la phrase que j'avais le plus besoin d'entendre, « Si je ne crois pas que mon travail vaut la peine qu'on parie dessus, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait ?» J'ai passé le reste de la semaine dans le coin studio que j'avais aménagé dans le salon,
à créer des présentations, à rédiger des énoncés de mission qui ne sonnaient pas comme s'ils avaient été légalement approuvés à mort, à contacter une poignée de petites entreprises qui m'avaient envoyé un email après que l'histoire du tribunal ait éclaté. Une boulangère qui voulait refaire sa marque après avoir quitté un partenaire contrôlant. Une thérapeute qui lançait un cabinet pour les enfants adultes de narcissiques. Une équipe de paysagistes dirigée par 2 frères qui avaient quitté l'entreprise de leur père parce qu'ils n'arrêtaient pas de détourner de l'argent. La boîte de réception est devenue moins un champ de mine et plus une carte. La nuit, je m'allongeais sur le sol, étirant le nœud dans mon dos, et je comprenais que je ne sauvais pas seulement une carrière. Je choisissais où mon nom se tiendrait. Rowan est arrivé un après-midi venteux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et un dossier qu'il essayait de garder décontracté. Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, nos coudes se touchant presque, le loft bourdonnant du bruit des tuyaux et du tramway à un pâté de maison. Les installations sont stables, a-t-il dit en ouvrant le dossier pour montrer des contrats et des chiffres, mais on a un souci. Les prix des équipements ont grimpé. Je peux en financer une partie avec une ligne de crédit, mais une injection maintenant nous permettrait de passer le cap et nous éviterait de prendre un accord qui nous mettrait sous la coupe de quelqu'un. J'ai tracé les marges d'une feuille de calcul avec mon pouce. La vieille peur est montée, rapide et chaude. Le réflexe qui dit que chaque demande est un piège. J'ai besoin de temps, ai-je dit prudemment. Et d'une paperasse blindée. Je ne peux rien signer rapidement. Il s'est penché en arrière, piqué. Je ne suis pas a-t-il dit, trop fort pour la petite cuisine. Je ne te demande pas de me donner ta vie dans une enveloppe. Je te demande de croire que je sais ce que je fais. La pièce s'est rétrécie. La confiance sans limite, c'est comme ça que j'ai été blessé, ai-je dit. Tu crois que je ne le sais pas, a-t-il lâché. Tu crois que je ne t'ai pas vu dormir avec ton téléphone sous l'oreiller pendant des années? La phrase m'a frappé au plus profond. Nous nous sommes regardés par-dessus les chiffres et l'histoire jusqu'à ce que quelque chose de fragile en moi se brise. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre parce que la ville est plus facile à affronter que quelqu'un que l'on aime. La vitre était froide sous mes paumes. Tu te souviens du garage, ai-je demandé. Quand on était enfant. Il criait dans la cuisine et on se cachait derrière les boîtes de décoration de Noël. Tu as partagé la dernière part de gâteau en 2 avec tes mains parce que le couteau faisait trop de bruit. J'ai gardé le plus gros morceau et tu as fait semblant de ne pas remarquer. Il a ri une fois, bref et rauque. J'ai remarqué. On était notre propre famille à l'époque, ai-je dit, avant qu'on ait des mots pour ce qui se passait. La tension s'est atténuée mais n'a pas disparu. Il a rassemblé les papiers et les a glissés dans le dossier. Je n'aurais pas dû venir sans un meilleur plan, a-t-il dit. Je suis juste fatigué de faire ça tout seul. Il s'est levé, les pieds de la chaise raclant le sol, et a passé son sac à dos sur son épaule. Appelle-moi quand tu auras décidé si je demande de l'aide ou si je demande à te faire du mal. Quand la porte s'est fermée, le loft a semblé plus grand, de la pire des manières. J'ai fait le tour du canapé une fois et j'ai appelé Nora. Elle a décroché avec les nouvelles en fond sonore, comme toujours chez elle. Je lui ai tout raconté, le dossier, le coup de colère, le souvenir du garage qui s'était interposé entre nous comme une trêve. Elle a écouté comme elle l'avait toujours fait, avec la patience de quelqu'un qui s'occupe d'un jardin. La confiance a besoin de frontières, a-t-elle dit. Mais l'amour a besoin de portes. Dessine les frontières. Construis les portes. Vois qu'il est franchi. Je me suis assis sur le tapis et j'ai laissé le sang s'infiltrer. Et si je ferme la porte si fort que je deviens comme eux, ai-je demandé. Alors tu ouvres une fenêtre, a-t-elle dit, un sourire dans la voix. Et tu mets les verrous à l'intérieur. J'ai envoyé un email à Rowan 1 heure plus tard. J'ai dit que je voulais qu'on se voie, non pas pour m'excuser de ma peur, mais pour structurer un moyen de la surmonter. J'ai suggéré une fiche de modalité avec des étapes clés et un plafond, des droits de rachat si le partenariat se tendait, une clause qui nous mettait tous les deux en cause si nous manquions les délais de rapport. J'ai écrit que je lui faisais confiance, mais que je ne ferais pas confiance aveuglément. Il a répondu en 3 minutes. Retrouvons-nous à l'atelier demain. J'apporterai nos chiffres. Tu apporteras ton cerveau d'avocat que tu prétends ne pas avoir. Le lendemain, nous étions sous un toit d'entrepôt qui sentait l'aluminium chauffé par le soleil et le carton. Il a étalé des factures sur un établi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai construit l'accord comme si c'était un pont que nous devrions tous les deux traverser. Nous avons parlé de chaîne d'approvisionnement,
de coups indirects et de la façon dont on peut se priver de liberté en poursuivant la croissance. Nous avons ajouté une clause selon laquelle l'un de nous pouvait mettre fin à tout sans pénalité s'il sentait l'autre retomber dans de vieux schémas. Quand nous avons terminé, il a tapoté l'écran. Ça me met plus en sécurité que l'argent, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, surpris de me sentir aussi stable. Moi aussi. Cette nuit-là, après que le contrat ait été scanné, classé et copié 2 fois, je suis rentré à pied le long de Wynkoop Street, la rue brillant sous une pluie récente. J'ai croisé des couples qui riaient, un musicien de rue penché sur un saxophone, un enfant apprenant à sa petite sœur à faire de la trottinette sur la partie la plus lisse du trottoir. Dans la vitrine d'un magasin de jouets, une rangée de fusées en fer blanc pointait leur nez vers la vitre. Je suis resté là 1 minute et j'ai laissé cette vision atteindre une partie de moi qui mesurait encore la sécurité en petites choses brillantes. Si je n'apprenais jamais à faire confiance aux gens qui l'avaient mérité, je vivrais pour toujours dans la maison que mes parents avaient construite, même si je n'y mettais plus jamais les pieds. J'ai déverrouillé ma porte, j'ai posé le nouveau contrat sur la table à côté de la fusée bleue, et je me suis dit la vérité d'une voix que j'ai reconnue comme la mienne, je n'ai pas à choisir entre l'amour et la sécurité. Je peux créer les deux, et les garder. Les dîners du dimanche chez Nora étaient devenus ceux qui se rapprochaient le plus d'une tradition que je connaissais. La table était longue et toujours bondée, l'air rempli d'ail rôti et du bourdonnement d'une conversation facile. Ce soir-là, après que les assiettes de poulet et de pommes de terre eurent été débarrassées, Nora a versé du thé dans des tasses dépareillées et m'a regardé de l'autre côté de la table avec une expression qui avait plus de poids que les mots. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » A-t-elle commencé, la voix stable, bien que ses mains pressent légèrement le bord de sa tasse. Les autres se sont tus. Elle a raconté à la pièce une nuit, des années plus tôt, où elle était entrée dans la cuisine de sa sœur pour trouver Sylvia en train de fouiller dans une enveloppe de billets. C'était de l'argent que Nora m'avait destiné, qu'elle avait glissé dans mon sac à dos pour payer des livres et des courses. Je l'ai confrontée, a dit Nora, son regard inébranlable. Elle a ri, a dit qu'elle l'empruntait juste. Mais je savais ce que ça voulait dire. Le souvenir s'est installé sur moi comme une fumée, âcre et familière. Puis elle s'est tournée directement vers moi. Quand tu avais 17 ans, tu es venu me voir et tu as dit que tu voulais partir. Tu pensais que tu étais fou de ne serait-ce qu'imaginer la liberté. Je t'ai aidé à ouvrir ce premier compte à ton nom. Silencieux, sûr, loin d'eux. Je ne voulais pas que tu aies l'impression de n'avoir personne dans ton coin. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. La révélation a percé quelque chose de profond, mais elle a aussi guéri. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai senti les larmes monter, mais je les ai repoussées avec une longue inspiration. Toutes les fois où j'avais pensé avoir survécu seul ont été soudainement réécrites. Je n'avais pas été seul du tout. De l'autre côté de la table, le visage de Rowan s'est adouci, bien que certains membres de la famille élargie se soient sentis mal à l'aise. L'oncle Henri a marmonné quelque chose sur la trahison. Béatrice a secoué la tête. « Tu as choisi un camp, Nora ?» a-t-elle dit froidement. La réponse de Nora est venue sans hésitation. « Je n'ai pas choisi de camp. J'ai choisi la vérité. » La pièce s'est tue. Elle n'a pas élevé la voix, mais la clarté de celle-ci ne laissait aucune place à la réfutation. J'ai réalisé alors ce qui avait toujours été vrai. Nora avait été plus une mère pour moi que la femme qui m'avait donné la vie. Elle m'avait vu quand j'étais invisible, m'avait protégé quand personne d'autre ne le faisait, m'avait donné les outils pour me sauver avant que je sache que j'en avais besoin. Cette nuit-là, alors que nous emballions les restes et que je me tenais près de l'évier en rinçant les assiettes, je l'ai regardée et j'ai dit doucement « Merci d'être ma vraie famille ». Elle a simplement souri et m'a tapoté la main comme si c'était évident. Sur le chemin du retour vers Denver, les phares fendant l'obscurité de l'autoroute, j'ai réfléchi à la manière de lui rendre hommage. Au moment où j'ai atteint le loft, la décision s'était formée, entière. Ma première exposition de studio ne serait pas à Denver, où les gens connaissaient mon travail mais pas mon histoire. Elle aurait lieu à Boulder, dans la ville où vivait Nora, où elle avait gardé mes secrets comme des choses sacrées. Ce serait pour elle, parce qu'elle m'avait donné le premier goût de la liberté. Cette nuit-là, j'ai sorti un carnet de croquis de l'étagère et j'ai commencé à planifier. L'exposition ne serait pas seulement du design. Ce serait un récit. Des pièces qui raconteraient ce que signifie reconstruire après la trahison, des images qui superposeraient la mémoire à la lumière. Je voulais que le centre de la galerie accueille la fusée en céramique bleue sous un projecteur, comme un monument. Au moment où j'ai fermé le livre,
l'aube se levait sur la ligne d'horizon. Ma décision était scellée. 1 an et demi après le procès, je me tenais à l'avant d'un centre communautaire de Denver, face à une salle remplie d'inconnus. L'espace sentait légèrement le vieux bois et le café des urnes au fond. Les chaises étaient occupées par des gens de tous âges. Un homme plus âgé en chemise de flanelle qui se tordait les mains. Une adolescente avec des écouteurs autour du cou. Une femme d'âge moyen avec un carnet sur les genoux. Certains avaient perdu de l'argent. Certains n'avaient jamais parlé à voix haute de ce qu'ils avaient enduré. Tous portaient quelque chose de lourd dans leurs yeux. J'ai agrippé le pupitre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, puis j'ai commencé. Quand j'avais 7 ans, mon père a cassé ma tirelire et m'a dit qu'il ne faisait qu'emprunter. Quand j'avais 12 ans, il a mis en gage le skateboard pour lequel j'avais économisé. À 17 ans, j'ai appris à cacher de l'argent dans des boîtes et sous des lames de plancher. Et l'année dernière, pendant que je dormais, ils ont utilisé mon empreinte digitale pour prendre chaque dollar que j'avais économisé pour mon rêve. La salle s'est immobilisée, le silence épais. La famille, ai-je continué, ne signifie pas avoir le droit de prendre l'avenir de votre enfant. La famille est censée protéger les rêves, pas les consumeurs. J'ai parlé de la salle d'audience, du fait de se tenir devant le juge avec des preuves entre les mains, de la honte et de la force qui se heurtaient dans ma poitrine. Ma voix a vacillé une fois, mais a tenu bon. On nous dit que le sang est sacré, ai-je dit. Mais le sang ne peut excuser la cruauté, et il ne peut acheter votre silence. De la deuxième rangée, une femme a levé son visage, strié de larmes. Elle a levé la main comme si elle était en classe, et a parlé, la voix tremblante. J'ai eu trop peur de quitter mon mari. Il contrôle chaque dollar que je dépense. Mais vous entendre dire ça, vous entendre survivre, ça me fait croire que je peux y arriver. Ma gorge s'est nouée et je lui ai fait un signe de tête. Vous le pouvez, ai-je dit. Et vous le méritez. À la fin de l'événement, les gens sont restés, me serrant la main, me remerciant, racontant des bribes de leurs propres histoires. Chaque mot était comme une pierre posée sur un chemin que je ne savais pas que je construisais. Au moment où je suis sorti dans le crépuscule du Colorado, je me sentais plus léger, même si la responsabilité pesait plus lourdement. Ma douleur était devenue un pont. Quelques semaines plus tard, mon exposition de studio a ouvert à Boulder. La pièce brillait d'impressions encadrées, d'installations de lumière et d'ombre, d'histoires écrites en couleur. Au centre, sous un seul projecteur, se trouvait la fusée en céramique bleue. Les gens tournaient autour lentement, lisant la plaque qui racontait l'histoire d'un garçon dont on avait volé le rêve, et de l'homme qui l'avait reconstruit. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était une réappropriation. Je me tenais au fond et j'ai regardé Nora entrer avec Rowan, Quinn à ses côtés, et des amis qui m'avaient soutenu. Leurs visages étaient chaleureux, sans défense, illuminés de fierté. J'ai regardé de l'un à l'autre et j'ai laissé la vérité m'envahir comme de l'eau claire. J'avais perdu ma famille de sang. Mais j'avais gagné quelque chose qui ne pourrait jamais être pris, une famille choisie, liée non par l'obligation, mais par l'amour, le respect et la confiance. Le rire qui montait dans la galerie ne ressemblait en rien au bruit cassant de la maison de mes parents. Il était plus plein, plus stable, vrai. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai touché la fusée une fois, fraîche sous mes doigts, et j'ai pensé, j'ai enfin construit un foyer que personne ne peut voler. Et cette fois, il durera. Alors que les lumières s'éteignaient dans la galerie cette nuit-là, je suis resté pour parcourir le sol une dernière fois. Chaque cadre, chaque œuvre racontait un fragment de mon parcours, l'enfance volée, la confiance brisée, le combat pour la justice et la lente reconstruction d'une vie qui valait la peine d'être vécue. Quand j'ai atteint la fusée en porcelaine au centre, j'ai posé légèrement ma main sur sa surface fraîche. Autrefois, cette forme avait signifié la perte, maintenant, elle signifiait la réappropriation. C'était la preuve que ce qui est brisé peut être refait, non pas sous la même forme, mais sous une forme plus forte. J'ai pensé à mes parents, toujours quelque part à Colorado Springs, leur maison au sol en granit et à la grandeur creuse. Je me suis demandé s'ils s'asseyaient jamais ensemble en silence, s'ils admettaient jamais ce qu'ils avaient fait. Mais j'ai laissé cette pensée s'en aller, car la guérison n'est pas d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. La guérison, c'est décider que leur absence vaut mieux que leur poison. J'avais choisi l'absence, et dans ce choix, j'ai trouvé l'espace pour quelque chose de nouveau. Quand j'ai regardé autour de la pièce, j'ai vu le visage de Nora, ridé, bienveillant, inébranlable. Rowan, riant dans une conversation avec Quinn,
comme si le poids de notre passé avait enfin desserré son emprise. Des amis parcouraient la pièce, un verre à la main, partageant leurs propres histoires, leurs propres petites victoires. L'air était rempli, non pas de tension ou de honte, mais de légèreté. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais réussi. Non seulement à récupérer mon argent ou ma carrière, mais à reconstruire mon monde. Pour ceux d'entre vous qui portent des cicatrices comme les miennes, je veux vous laisser avec ceci, les cicatrices ne signifient pas que vous êtes brisé. Les cicatrices signifient que vous avez survécu. Chaque marque que vous portez est une preuve de votre endurance. Et un jour, ces marques pourraient devenir la feuille de route de quelqu'un d'autre pour sortir de l'obscurité. On ne sait jamais qui regarde, qui écoute, qui attend que quelqu'un d'autre fasse le premier pas pour pouvoir suivre. En disant la vérité, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous donnez la permission aux autres de commencer. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Pas seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a été réduite au silence par la honte, la culpabilité ou la peur. Mes parents ont essayé de me réduire au silence. Ils ont essayé de transformer mes économies en leur bouée de sauvetage. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est aiguiser ma volonté. Et maintenant, j'utilise ma voix, mon travail, mon histoire pour m'assurer que personne d'autre ne se sente seul dans ce silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, laissez-moi vous le demander à nouveau. Montrez-moi que vous êtes là. Laissez un simple « salut » dans les commentaires ou partagez d'où vous écoutez. Cela peut sembler peu, mais cela me dit que ces mots ne résonnent pas dans le vide. Cela me rappelle, ainsi qu'à tous ceux qui lisent, que la connexion existe même à travers la distance. Et si vous croyez que des histoires comme la mienne méritent d'être entendues, abonnez-vous, suivez, restez. Chaque clic, chaque vue, chaque voix ici maintient cette chaîne en vie, fait grandir cette communauté. Nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous construisons un cercle de vérité. Un cercle assez fort pour accueillir quiconque a été rejeté par le sang, mais choisi par l'amour. Mon voyage n'est pas terminé. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une spirale, qui tourne en arrière et en avant, mais toujours vers le haut. Il y aura des nuits où le passé chuchotera trop fort, où la honte essaiera de reprendre sa place à table. Mais maintenant, j'ai ma famille, Nora, Rowan, Queen, Hazel, et toutes les personnes qui ont choisi de se tenir à mes côtés. Et je vous ai, vous qui écoutez, qui témoignez. C'est assez. C'est plus qu'assez. Alors, emportez ceci avec vous, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes digne de sécurité, digne de respect, digne d'amour. Protégez vos rêves, gardez vos limites, et quand le moment sera venu, racontez votre histoire. Le monde en a besoin. Merci, sincèrement, d'avoir écouté, et merci de prouver que même après la trahison, la connexion peut fleurir. Ce n'est pas seulement la fin de mon histoire. C'est le début de quelque chose de plus grand.